Bien, mesdames, messieurs, chers amis, c'est bien sûr un plaisir pour moi d'être ici ce soir et pour conclure modestement ce colloque, de remercier la 3AED et HEDN, les organisateurs du colloque, et toi, ma chère Valérie. Alors, en tant que délégué général du GICAT, qui est un groupement d'industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre, pour faire court, tout ce qui roule et tout ce qui vole pas très au-dessus du sol pour le monde physique, et tout ce qui a trait, je dirais, au numérique et au cyberespace pour cette nouvelle dimension. Et puis bien sûr, en tant qu'ancien directeur de l'IHEDN, je suis très heureux d'être ici ce soir. Vous dire que je suis un spécialiste de l'influence et de la contingérance ou de l'Indo-Pacifique, c'est bien évidemment pas le cas. Et donc, je vous me permettrai modestement de revenir sur, non pas une zone de confort, mais essayer de trouver le lien entre ces deux domaines à travers le monde industriel. Parce que lorsqu'on lit les sujets de stratégie d'influence et de contingérance, d'une part, et les enjeux face aux rivalités dans la région Indo-Pacifique, j'ai bien noté la notion de grand I et de grand P que nous a évoqué Christian Le Chervi tout à l'heure. Pour moi, il y a deux idées clés que l'on peut prendre. D'abord, ces sujets sont des défis dimensionnants pour l'ensemble de l'écosystème de défense et industriel en particulier, que ce soit à l'échelon national ou international, et j'y reviendrai. Et puis, je me permettrai aussi de remettre un peu en exergue, dans cette stratégie d'influence et dans cette contribution à, je dirais, à équilibrer les rivalités dans cette zone, la place de l'industrie de défense et l'export qu'elle a fait, ça a été évoqué récemment et fort bien par Kevin Martin tout à l'heure et par Christian Le Chervi là aussi et d'autres. Malheureusement, je suis arrivé un peu en retard, ma chère Valérie, pour cause effectivement d'Eurosatory et qui s'approche à grands pas. Alors, si je prends le premier sujet, si je prends l'influence et contingérance, enjeux nationaux et répercussions internationales. Bon, je pense que ça a été évoqué dans la première partie et on voit bien que c'est à la fois, pour employer des termes que nous connaissons, elles sont multimilieux, multichamps. Je ne reviens pas sur les risques qui pèsent tant sur nos valeurs, nos institutions, que sur nos entreprises. Et elles impliquent des acteurs étatiques comme privés. Elles sont bien évidemment de nature différente, elles peuvent être classiques, comme historiquement l'espionnage, elles peuvent être modernes, comme le cyberespace, elles peuvent être hybrides dans le champ informationnel, et je ne doute pas que tu as dû évoquer ce sujet tout à l'heure. Alors, concrètement, le gouvernement s'en est saisi. La préservation des intérêts nationaux contre les ingérences étrangères figure par exemple parmi les enjeux prioritaires de la stratégie nationale du renseignement de 2019. Nous avons aussi renforcé notre arsenal juridique avec un réseau de coordination interministérielle et une attention particulière pour le réseau numérique avec la création de Viginum rattaché au SGDSN. J'ajouterai l'adoption très récente, puisque c'est mars 2024, d'une proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Alors, vous l'aurez compris, et les échanges de cet après-midi l'ont certainement démontré, le renforcement des capacités de détection et d'analyse de la menace d'ingérence étrangère est récent, mais fondamental et traité à tous les niveaux. Alors, quelle réponse? Et quelle réponse sous l'angle, je dirais, industriel? Cette évolution rapide nécessite de mieux les détecter et analyser pour pouvoir concevoir des stratégies de réponse adaptées. Il faut toujours comprendre les mécanismes pour agir et anticiper. Si je prends la base industrielle et technologique de défense française, en gros 225 000 emplois, 4 000 entreprises, de la start-up au grand groupe, sur tout le territoire, qui est, je dirais, ces entreprises sont particulièrement actives et si je prends le cas concret de la contingérance et si je prends le cas concret aussi de l'influence qui est derrière, nous avons la notion de, et qu'on prenons le cas concret des Jeux olympiques et paralympiques qui sont devant nous, toute la problématique de protection physique et numérique des sites sensibles et d'infrastructures critiques, de développement de solutions de cybersécurité, de sécurisation des systèmes d'information. Et tous ces amont, je dirais, ont point tout à fait important et déterminant.
Je prends l'exemple d'un dossier que nous avons fait, nous, le J4. Hein, depuis 2019, nous avons travaillé à ce sujet et fait des propositions nombreuses au ministère de l'Intérieur et globalement à l'État, hein, pour pouvoir apporter, je dirais, une approche moderne et, je dirais, adaptée à toutes ces actions malveillantes potentiellement, et de façon à conserver un niveau de sécurité conforme aux attentes de tout le public pour ces JO. Alors, si on revient maintenant et qu'on élève un peu le débat, pour les industriels, contribuer à l'influence et à la contre-ingérence, c'est concrètement répondre aux besoins des forces de sécurité et des armées, qui nécessitent bien sûr, de la part pour les industriels, d'avoir une visibilité des besoins, de leurs besoins. Et nous parlons souvent de ce triptyque entre les forces, entre l'État et les industriels. Quand je dis l'État, en fait, bon, je devrais dire plus exactement entre les forces, la DGA et les industriels. Il est fondamental, chacun dans son rôle, et là aussi, je voudrais maintenant revenir sur une, je dirais, notion qui est assez claire dans ce monde de l'influence et de la contre-ingérence, c'est, je dirais, tout ce qui est l'accélération du cycle. Les technologies liées à l'influence, mises en œuvre à travers les médias, les réseaux sociaux, sont bien évidemment essentiellement numériques, avec une obsolescence rapide, imposant des incrémentations, elles aussi extrêmement rapides, d'où la nécessité de fournir aux armées et aux forces de sécurité, et plus largement au pouvoir égalien, des solutions duales, d'ailleurs mises en œuvre tant par les services de l'État que par des sociétés privées pour des actions dans le business, ou par des sociétés sous-traitantes de services de l'État. Une des conséquences qu'il faut bien voir de tout cela, c'est que pour suivre ce rythme, il faut des financements. Et donc il y a toute la problématique du business model qui a sa force par la dualité et qui peut être je dirais, un peu contraint s'il ne dépend que du soutien de l'État, en l'occurrence. D'où la recherche très souvent d'avoir des technologies duales et des technologies qui s'adressent à un spectre large d'utilisateurs. Donc, il nous faut donc disposer de financement, disposer d'un business model cohérent, être compatible avec les règles en vigueur en Europe, pouvoir effectivement exporter, donc être compatible avec toutes les règles internationales, et donc ça nécessite aussi des modes de contractualisation plus rapides et adaptés. Je ne rentrerai pas dans les problématiques du Code des marchés publics. D'ailleurs, je prends très souvent comme référence une réflexion que m'avait faite Jean Bouvreau, qui a été un des acheteurs connus, enfin, à un niveau de la DGA, et qui est maintenant le patron du CELMI, qui est l'organisme d'achat du ministère de l'Intérieur, qui, dans un colloque comme celui-ci, évoquait ce point en disant que tout le monde râle contre le Code des marchés publics, mais bien peu l'ont lu. Et la problématique du Code des marchés publics est très souvent la volonté de pouvoir utiliser le spectre des possibilités qu'il apporte. J'avoue que j'ai toujours retenu cette remarque. Je n'ai pas lu pour autant la totalité du Code des marchés publics, mais je pense que c'est un axe tout à fait intéressant et pertinent pour l'avenir. Donc je reviens sur cette nécessité là aussi d'évoluer, cette nécessité, je dirais, de trouver de nouvelles formes en dehors de cette meilleure connaissance et de cette volonté d'utiliser le Code des marchés publics, et donc avec la nécessaire peut-être prise de risque que cela peut imposer par moment. Je pense dans l'Assemblée, certains maîtrisent le sujet beaucoup mieux que moi, mais je dirais que là aussi ça n'interdit pas là aussi de faire preuve, je dirais, d'imagination et de volonté. Je prends un exemple qui est différent de ce monde-là, c'est l'exemple des drones. On vient de terminer un très gros travail au J4 sur les drones de moins de 150 kg qui correspondent aux besoins des Ukrainiens et qui correspondent aux besoins de l'armée de terre et de la gendarmerie. Et on avait bien vu que la méthodologie de développement qui était jusqu'à présent utilisée n'était pas en accord avec le rythme d'obsolescence de ces drones. Actuellement, un drone en Ukraine, au bout de 4 mois, il est obsolète.
il est brouillé et il est, je dirais, et il faut trouver autre chose pour pouvoir passer les défenses russes, en l'occurrence. Bon, on a deux puissances qui sont connues pour leur qualité en guerre électronique et dans tous ces domaines. Donc là, il y a un combat certes de haute intensité, mais de haute qualité aussi sur ces sujets. Donc je reviens sur ce point-là, et on a beaucoup travaillé avec la DGA, et je remercie encore des échanges qu'on a eus de façon extrêmement constructive, et on a fait des propositions en ce sens, de façon justement à ce que là aussi on accélère, qu'on puisse par exemple, actuellement on est beaucoup sur des sujets avec subventions pour pouvoir, sur des projets, etc. Là on va vers autre chose. On va essayer des développements sur fonds propres avec une garantie d'achat de pré-série qui permet après de passer à l'échelle si la pré-série est conforme aux attentes. Enfin, tout ça, je dirais, avance, et pour des sujets qui nécessitent d'être extrêmement agiles, extrêmement rapides et extrêmement innovants, on pense que ça peut être un sujet intéressant. C'est bien sûr adapté, je pense, au futur porte-avions. Mais, et puis il y a un autre aspect qui me semble aussi important, c'est que, et je pense que dans cette Assemblée, il me semble peut-être pas inutile de rappeler, il est connu qu'il vaut mieux un contrat qu'une subvention, surtout avant d'aller voir son banquier. Donc ça, c'est aussi un point important à ce sujet. Je close cette petite digression et cet exemple que je vous donnais pour revenir sur nos sujets, sur cette problématique de l'export. L'export, la 3AED le sait, c'est une constante depuis de nombreuses années, mais pour ceux qui ne sont pas de la 3AED mais qui sont là cet après-midi, je rappelle et je martèle à quel point le business model de la BITD française ne peut pas vivre sans l'export, au taux où nous sommes actuellement en matière d'efforts budgétaires français. Et donc, il faut là aussi que cet export soit soutenu, parce qu'il en va de la survie de la BITD, mais là aussi, il faut le positiver, hein. L'export, et ça a été dit tout à l'heure dans la table ronde précédente, c'est aussi un outil d'influence. Je prends l'exemple de l'Irak. On fait un gros effort sur l'Irak actuellement, et je suis très frappé de voir à quel point ce qui s'est fait en matière d'artillerie pendant la première guerre du Golfe, il y a plus de 30 ans maintenant, hein, est resté présent dans l'esprit de nos partenaires irakiens, et donc Nexter et maintenant KNDS est toujours une référence pour eux. Même chose avec les Mirages, et la maison d'assaut, je ne sais pas si elle a un représentant ici aujourd'hui, mais elle aussi bénéficie de cette excellente image, excellente qualité que trouvent nos amis irakiens au Mirage. Alors avant de passer à la deuxième partie liée à l'Indopac, je voudrais faire une autre petite incidente sur le travail de la contre-ingérence qui est faite par la DRSD, la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense. Je ne sais pas si ce service a été évoqué ici, mais je trouve que c'est un service qui est longtemps peu connu et qui réussit un virage qu'il convient de souligner, à la fois en direction des troupes déployées, mais ça c'est plus mon domaine. En revanche, que je vois sa présence et je vois ses conseils et je vois son soutien pour les PME françaises qui, là aussi, doivent vraiment, je dirais, être vigilantes, prendre les précautions d'usage par rapport à toutes les menaces auxquelles elles sont confrontées, avec des chefs d'entreprise qui jonglent entre de multiples priorités, et donc il est bon qu'ils aient des soutiens aussi dans ce domaine. Je ferme la parenthèse. Donc, Indopac, influence, contre-ingérence, rivalité. Je pense qu'il est intéressant de voir, c'est que, alors, Christian disait que ça fait un siècle qu'on parle d'Indo-Pacifique. Je pense qu'il est intéressant pour nous, de façon plus proche, de voir qu'on a quand même eu un discours précurseur du président en mars 2018. La France a défini une stratégie conquête en 21. La défense des intérêts de souveraineté, ça a été évoqué par le commandant tout à l'heure. Une zone économique qui est vraiment considérable. Et je voudrais
insisté sur les 5 commandements militaires français, les 25 ambassades, les 18 attachés de défense dans 33 pays, un large réseau d'officiers de liaison, les 24 bureaux de Business France qui sont dans cette zone et qui nous aident, nous les entreprises, dans nos actions. Je me suis focalisé plus sur l'industrie de défense, puisque je la représente, mais nous apportons aussi, je dirais, des solutions aux défis sécuritaires, économiques, sanitaires et environnementaux. Nous développons actuellement tout un concept avec un certain nombre d'entreprises qui s'appelle EBT, que vous pourrez voir sur Eurosatori, j'y reviendrai en finale, qui est une réponse, je dirais, aux crises, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient sécuritaires, qu'elles soient, je dirais, et donc qui permettent d'apporter un secours aux populations. Alors, là aussi, et je voudrais poursuivre sur cet aspect, je vais prendre le cas concret. Je ne vais pas rentrer dans des grands concepts stratégiques, géostratégiques, je vais prendre un cas concret qui est l'Indonésie. Nous avons décidé, nous, au JICAD, de faire effort sur l'Indonésie, parce que, selon le vieux principe militaire de la concentration des efforts, nous sommes un petit groupement et la zone est vaste, comme vous l'avez pu l'entendre cet après-midi. Donc on a choisi des axes prioritaires et nous avons pris l'Indonésie. Et l'Indonésie, parce que, pour de multiples raisons, qui seraient un peu trop longs à développer, mais dans tous nos contacts, etc., on a bien vu qu'on était un peu une sorte de troisième voie industrielle. Je rappelle pour ceux qui l'ont connu dans la salle, cette notion de troisième voie qui a longtemps existé entre les États-Unis et l'URSS. Et bien là, on a senti qu'il y avait un besoin, quelque chose, entre les États-Unis et la Chine. Et même si nous n'avons pas du tout les mêmes garanties de réassurance, mais nous avions quelque chose à jouer dans ce domaine. Alors, concrètement, ça consiste en quoi pour un groupement d'aider ces industriels? D'abord, il y a les industriels, la distance, l'éloignement de la zone Indo-Pac fait que c'est compliqué d'aller faire de l'export en Indonésie. Alors, si on est un grand groupe et qu'on est structuré et qu'on a un bureau sur place, c'est assez simple. Si on est une ETI ou une PME et qu'on fonctionne avec des agents, eh ben, il faut d'abord avoir le bon agent, et puis il faut l'alimenter, et puis il faut le contrôler, il faut le piloter. Un agent, ça se pilote. Et puis lorsqu'on a le Covid et qu'on ne voyage plus, eh ben, tout s'arrête. Ou quasiment tout s'arrête. Car aller conquérir des marchés par visio, je pense que la visio aide, mais il est difficile qu'elle soit, je dirais, le facteur déclenchant d'un marché. Alors, fort de ça, que vous dire? D'abord, je veux dire que l'écosystème est favorable. L'écosystème est favorable sur l'Indonésie, super soutien de l'ambassade, super soutien, je dirais, du ministère des Armées à ce sujet, super soutien de Business France pour cela. Nous avons fait, j'estime notre part, nous avons mis en place un VIE, super résultat, même si certains agents locaux ne sont pas très contents, et même si ce n'est pas la même mission d'ailleurs. Et puis je dirais, capacité à avoir, avec ce bureau de représentation, pour identifier et promouvoir le savoir-faire français dans la région. Capacité à organiser des séminaires bilatéraux. Ce qui est très frappant souvent, quand j'observe ça depuis quelques années, les Français, nous sommes souvent les champions du one-shot. Et donc on fait un truc très bien, mais qui est assez peu suivi dans la durée. Et donc là, j'impose que tous les 6 mois, on a une activité, soit en Indonésie, soit en France, où on reçoit nos partenaires, etc. On a trouvé un partenaire un peu équivalent au J4 sur place, même si les choses sont un peu différentes. Et là aussi, on entretient, on développe les relations. Il vaut mieux savoir faire un peu de karaoké, mais au moins c'est utile et ça fonctionne et ça commence à donner des résultats. Nous les accueillons d'ailleurs la semaine prochaine sur Eurosatori. Nous avons pris la fédération du pavillon France, du grand salon Indo-Défense, qui va avoir lieu au mois de novembre, qui a lieu tous les 2 ans, au mois de novembre à Jakarta. Et cette fédération, qui est
C'est un peu une mission de service public que nous avons avec le GIFAS, le GICAN et le GICAT. On se répartit les salons et on fait en sorte d'accueillir l'ensemble des entreprises françaises pour assurer leur promotion sur ce salon. Voilà un peu très concrètement les choses que nous faisons. Et alors ça débouche sur quoi? Ça débouche sur des coopérations industrielles. Christian l'a évoqué tout à l'heure, l'exportation de savoir-faire, le transfert de savoir-faire, etc. C'est la contrepartie. D'abord, on ne fait plus d'export sans ça actuellement. Mais je dirais que là aussi, on voit des coopérations se mettre en place avec d'acteurs locaux, que ce soit avec Texelis dans mon domaine, que ce soit KNDS par exemple, que ce soit, je les connais moins, je ne connais pas leur niveau, mais très vraisemblablement Naval Group et Dassault. Tout ça fait que, je dirais, le tissu relationnel, les moments où on se retrouve se densifient et sont de nature, je dirais, à apporter des résultats que nous souhaitons les plus concrets et les plus concrets possibles. Alors, voilà cet exemple que je souhaitais livrer parce qu'il est très concret, il est vécu, il se développe, et je pense que c'est vraiment la bonne solution pour pouvoir, je dirais, accrocher avec ces pays une relation de long terme, en matière industrielle. Alors pour conclure, parce que je ne voudrais pas surtout trop retarder, contre-ingérence, influence, superposition des crises nationales, autant de défis qui ont occupé les débats de cet après-midi, mais dont je suis sûr que ça peut être que des réponses collectives au sens que c'est un travail collectif de l'équipe France dans ce domaine. Je voudrais revenir, pour terminer, sur la notion d'influence et un point qui me semble important, c'est qu'il ne peut y avoir d'influence que dans la durée. Il y a besoin d'une constance de l'effort si on veut qu'elle soit efficace et si on veut qu'elle soit productive. Je dirais que l'influence, pour moi, est un mode d'action du temps long. Une influence dans une zone. Et puis, là, c'est mon expérience à la fois de numéro 2 des affaires stratégiques et puis après directeur de l'IHEDN. Avons-nous et optimisons-nous, avons-nous une gestion dynamique des élites de la zone qui sont venues se former en France? Qui est capable actuellement de dire que tel auditeur de telle année qui est venu faire telle session, où en est-il de sa carrière? Est-ce qu'il a un poste clé, etc. Je suis vraiment tout à fait étonné que nous ne soyons pas capables, alors j'espère beaucoup sur un certain nombre d'applications liées à l'IA pour pouvoir faciliter tout ça. Mais là aussi, regardez, quand vous allez faire l'école de guerre aux États-Unis, vous recevez un mail le jour de votre anniversaire, même 30 ans après. Jamais en France. Donc tout ça, je pense qu'il y a une culture à développer, il y a quelque chose qu'il faut repenser. Moi, j'appelle de mes voeux une gestion dynamique de ces élites, y compris peut-être une cogestion entre les associations et l'État, les choses sont à voir. Et comment entretenir le lien? Que deviennent les personnalités d'avenir? C'est dommage que le commandant est parti. Les personnalités d'avenir de la DGRIS. Que deviennent, j'évoquais ce matin avec le directeur international de l'IHEDN, les séminaires que nous avions par zone, l'Afrique, Amérique latine, Indo-Pacifique, etc. Bon, les restrictions budgétaires font que tous ces séminaires actuellement sont reportés ou annulés. Donc là aussi, je pense que tous ces séminaires où les gens viennent passer une semaine, 15 jours en France, ce sont des opportunités tout à fait considérables pour entretenir des relations avec telle ou telle zone. Voilà, je livre ça à votre réflexion, mais ça me semble être des quick wins, si vous me permettez cette expression très française, sous réserve, en industrialisant un peu la chose, de façon à ce que, je dirais, on puisse avoir une cartographie des élites qui ont été à un moment de leur vie formées en France. Alors je termine sur des points, comme je l'ai évoqué tout à l'heure,
sur Eurosatory, 17 au 21 juin, Mondial de la défense et de la sécurité, Parc de Villepinte, plus de 2000 exposants, 30 sociétés sud-coréennes, 30 sociétés indiennes, et donc plus de 250 délégations officielles. Vous êtes tous les bienvenus. Merci infiniment.